À tous. Bonjour, bonjour. Merci d'être là et à l'heure. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. On va se donner quelques minutes pour accueillir tout le monde. Bienvenue à la première conférence du millésime en bouteille, en direct. Merci à tous de vous connecter. Bonjour Marc. Bonjour Leïla. Jean-Jacques Baliquian qui représente l'association Sainte-Victoire qui est là parmi nous. Bonjour. Jean-Benoît et la zone de Lambesque. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. Super gros qui est là. Bonjour François. Bravo, parce que tout le monde est à l'heure. Merci. Bonjour Damien. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Thibaut. Eric Paul, merci de vous joindre à nous. Voilà, vous pouvez. Alors vous avez vu, il y a un chat. Vous pouvez le tester avant qu'on commence. Nous envoyer un petit coucou, un petit signe, comme quand vous nous entendez bien. Il fait beau aujourd'hui sur la Provence. Vous pouvez nous dire votre humeur. Voilà, on attend encore. Merci au président Vittel et au nouveau directeur général du canal de Provence d'être là parmi nous. Voilà, on est déjà nombreux. Bon, il y a de nombreuses personnes qui vont encore se rendre à nous, mais on va essayer de commencer le maximum à l'heure. Donc, bienvenue à tous. Je vais laisser la parole à Jean-Marc. Je mets mon masque comme ça, il va pouvoir l'enlever, vous l'entendrez mieux. À Jean-Marc Philippe, qui représente la direction générale du canal de Provence. Ouais, bonjour. Ouais. Je suis peut-être à contre-jour. Ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Bonjour à tous. Avec nos amis de Solutions Sciences, on est très heureux de vous accueillir. C'est un moment important pour l'ensemble des collaborateurs du canal de Provence que cette conférence du millésime. Ce type d'événement traduit bien la volonté du canal de Provence, au travers de ces 4 métiers: la concession, nos activités d'ingénierie, nos activités de service et également nos activités dans les énergies renouvelables, notre volonté d'accompagner les filières agricoles provençales. Donc on est vraiment très heureux et très, très concentré dans ce type d'événement, parce qu'on pense être au cœur de notre mission, aux côtés du monde rural provençal. Voilà, donc c'est un moment important. On n'a qu'1 heure devant nous, donc je vais tout de suite passer la main aux animateurs, et je salue encore, et peut-être qu'ils nous poseront des questions pendant le webinaire. Je salue le président Vittel qui préside notre conseil d'administration au canal de Provence, et puis Jean-Luc Ivaldi, notre directeur général, ils ont tous deux souhaité être présents. Ils sont présents au bureau et en ligne avec vous tous pour écouter ce webinaire. À toi, Alice. Merci Jean-Marc. Peut-être on va commencer On va commencer. Il y a un petit problème évidemment. La technique nous lâche côté Olivier. Thibaut, vous êtes toujours là? Super. Est-ce que voilà, il faudrait qu'on partage, on va commencer à partager la présentation. Nice. Donc, pour notre organisation, on aura donc des présentateurs sur scène et la possibilité pour vous tous d'intervenir dans le chat. Donc, n'hésitez pas à intervenir. On est plusieurs à
à lire ce chat. Moi, Marie-Sophie Bard de Fruition Science et Leïla aussi qui nous aide. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On pourra voir toutes vos interventions et les passer à nos intervenants en espérant qu'Olivier revienne rapidement. Un petit problème de connexion. Et voilà la présentation. Est-ce que tout le monde voit la présentation en mode plein écran? Si quelqu'un peut mettre dans le chat, oui, je vois la présentation, ce serait super. Hélas, non. Voilà, donc petit problème technique, mais c'est tout à fait normal. Voilà, donc il faudrait qu'on partage la présentation. Merci Marc. Ça y est. Est-ce que maintenant, c'est bon? Bonjour. Oui, super. Merci Marc. Ouais, c'est bon. Voilà, ok, très bien. Tu peux mettre la slide précédente, s'il te plaît. Voilà, donc bienvenue à tous. Désolée pour ces petits réglages techniques. Encore une fois, vous pouvez intervenir dans le chat à tout moment. Donc, au nom de la Société du Canal de Provence, je suis très heureuse effectivement de vous accueillir. Ces conférences du millésime, en général, on réunit des vignerons, des viticulteurs, des scientifiques et des leaders du secteur pour discuter de la récolte de l'année précédente à la lumière des récentes découvertes scientifiques et des nouvelles données disponibles. Certains d'entre vous étaient là dans les éditions précédentes à la SCP et pour un moment technique et convivial. Malheureusement, cette année 2020, c'est pas une surprise, ce millésime 2020, c'est aussi le millésime Covid, qui n'a pas été simple pour la profession. On se souvient que quand les vignes se réveillaient, la France malheureusement se confinait et comble de difficultés, une goutte froide s'abattait sur une grande partie du territoire, faisant geler une grande partie des territoires varois. Ça renforce, voilà, tous ces événements très aléatoires renforcent notre conviction qu'il est essentiel de relire chaque année ces trajectoires des millésimes, de comprendre leurs spécificités, d'en tirer des leçons pour pouvoir essayer d'anticiper au maximum. Bien sûr, de planifier des investissements, donc planifier des investissements pour les vignerons, mais aussi pour l'aménageur qui est le Canal de Provence, pour planifier ces nouveaux réseaux, adapter ces conditions d'exploitation aux nouvelles pratiques et aux besoins qui se font ressentir sur le territoire. Donc, nous n'avons pas le plaisir, malheureusement, de vous accueillir ici au Tolonnais pour ce moment convivial autour d'un bon verre de rosé de Provence, du millésime 2020. Mais aujourd'hui, on s'invite chez vous. Voilà, donc mes collègues et complices, Thibaut et Olivier, vont pouvoir vous mener à travers cette trajectoire du millésime 2020 pour essayer vraiment d'en tirer des leçons et comprendre comment ces événements climatiques peuvent influencer une saison et puis influencer la saison d'après. Il est important qu'on fasse ça. Alors, c'est malheureusement, on vous voit pas, hein, mais n'hésitez pas, encore une fois, à intervenir dans le chat et à la fin, il y aura un temps où on pourra répondre à vos questions. Et puis, vous verrez, on va vous proposer des petits sondages. Là aussi, c'est important que vous interagissiez pour que notre dialogue soit le plus riche possible. Donc, merci à Thibaut Scolage, cofondateur de Fruition Science, qui anime ces cycles de conférences sur différents terroirs sur la planète, hein, de la Californie à l'Australie, et à Olivier Garcian, l'ingénieur œnologue chargé d'affaires dans notre région provençale, qui arpente nos terroirs et donc vont pouvoir vous donner leur regard croisé sur ce millésime. Je quitte la scène et je laisse la place à nos deux présentateurs. Merci à tous encore et bonne conférence. Merci. Merci. Donc, Thibaut, tu nous présentes du coup les différentes phases du millésime. Ok, merci Olivier, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Alice, en fait, ce que nous avons fait, c'est mettre en place une méthode qui nous permet de lire l'impact du climat sur les performances du vignoble. Et afin que cette méthode soit généralisable dans une multitude de contextes viticoles, on a dû la séquencer
pas seulement en fonction des dates phénologiques, ce qui se fait classiquement, mais plutôt en fonction d'indices physiologiques qui permettent de jalonner des changements importants au cours de la vie, au cours du cycle de développement de la plante. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, ce que vous avez ici, c'est une frise temporelle qui jalonne d'abord en période 1 sur la gauche de l'écran le moment du repos végétatif marqué Ah, Thibaut, Alice, tu entends Thibaut? Non, on n'entend pas Thibaut, mais je te propose, Olivier, le temps Oui, que… je vais prendre le relais le temps qu'il se reconnecte, qu'il descende sur scène et qu'il revienne. Du coup, Thibaut nous expliquait. Thibaut, tu nous reçois? Oui, oui, je vous ai perdu. Donc, tu étais sur le repos végétatif, donc tu nous expliquais les phases physiologiques Voilà, de la donc vigne. merci beaucoup Olivier. Pendant le repos végétatif, il ne se passe pas grand-chose. On regarde surtout les pluies et cette période se termine avec le débourrement. On rentre ensuite dans une phase 2, qui est la phase de mise en place de l'architecture foliaire et qui se termine lorsque les points de développement… Ah, vous m'avez encore perdu? Non, non, Tu es là, on t'entend. Ok. Qui se termine lorsque le développement végétatif n'est plus actif. On rentre ensuite dans une période 3, qui est une période marquée par l'apparition du déficit hydrique et qui s'achève au moment de la véraison. Alors, ce qui est très important, c'est que la période 2 et la période 3, ensemble, elles déterminent le potentiel œnologique du fruit. Il faut savoir qu'à la fin de la période 3, la quantité maximale de sucre et le volume maximal de la baie a été principalement déterminé, ainsi que le potentiel polyphénolique. Et à la fin de la période 3, on cesse de n'avoir que des sources de carbohydrates pour avoir la coexistence de sources et de fruits, puisqu'à partir du début de la période 4, le fruit devient un centre d'appel des sucres et on rentre dans la maturité avec la coexistence de sources et de puits. Les puits étant le fruit, les sources étant les feuilles. Donc, dans cette période 4, ce qu'on va regarder, c'est la phase d'accumulation active de sucre, à ne pas confondre avec l'augmentation de la concentration en sucre, qui, elle, peut avoir lieu jusqu'à la fin de la vendange, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la date de la vendange, et qui n'est pas nécessairement reliée à une maturation physiologique. Lorsque l'accumulation active de sucre cesse, on termine la période 4 et on rentre dans la période 5, marquée par un pic d'accumulation physique d'anthocyanes, notamment dans les vacuoles, jusqu'à la vendange. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est caractériser pour chacune de ces périodes l'empreinte des indices climatiques sur l'anticipation des performances du vignoble. Donc, évidemment, il n'est pas possible à l'échelle d'un territoire aussi vaste et contrasté de la Provence d'avoir des dates qui peuvent représenter à elles seules quand est-ce que chaque période est définie. Mais pour l'exercice, on a considéré que toute la Provence était un seul pixel, donc c'est évidemment un abus, afin de jalonner par des dates arbitraires, mais un petit peu corrélées avec ce qu'on observe en moyenne, le moment de chaque transition. Donc, on a arbitrairement placé le débourrement au 1er avril, la fin du développement actif au solstice, le 21 juin, le démarrage de la véraison au 1er août, la fin de l'accumulation des sucres au 15 septembre et le pic de couleur et la vendange en général autour du 15 octobre. Bien sûr, dans le cadre spécifique de votre vignoble, il faudrait ajuster ces dates. Néanmoins, ça nous permettra d'illustrer comment la méthode s'applique et c'est ce que va essentiellement discuter Olivier à partir de maintenant.
Merci Thibaut. Du coup, oui, ces cadres dont tu nous parles, en fait, on va avoir ces différentes phases et cela va permettre en fait de remplir un peu par données météo et puis par expertise ce qui s'est passé sur chaque phase. Et chaque phase, en fait, va prédisposer la phase suivante. Et en début de saison, on a un champ des possibles qui est très, très large et qui peu à peu va se restreindre jusqu'à vendange. Et cette méthode permet en fait de tracer très en amont le chemin en fait du millésime pour pouvoir un peu anticiper sur les phases suivantes à venir. Donc au niveau de cette analyse climatique 2020, on s'est concentré sur trois spots sur la Provence, donc l'appellation Sainte-Victoire, également un spot sur Bandol et puis sur le sud Luberon. Et on va regarder un peu comment cette méthode peut s'appliquer et puis quel est notre regard sur le millésime 2020. Donc, voilà les emplacements géographiques que vous connaissez bien. Au niveau des objectifs de production par rapport à la région, avec une dominante de rosée, les objectifs sont différents en rosé, en blanc, en rouge. Et donc, au niveau de nos objectifs, on va plutôt chercher des baies plutôt développées, plutôt grosses, avec beaucoup de précurseurs aromatiques au niveau des vinifications en rosé. On va essayer de minimiser le stress hydrique en période 3. À l'opposé des vinifications en rouge, où des petites baies vont permettre d'avoir en fait un ratio surface sur volume favorable à la surface, donc à la pellicule, pour une meilleure extraction de tout ce qui est flavonoïdes, tannins, anthocyanes, etc. Et pour ça, un stress hydrique modéré en P3, je crois qu'on en avait parlé l'an dernier à la conférence, va favoriser le développement de cette couleur et pour nos objectifs en production de rouge. Voilà. Donc la période 1 sur ces 3 secteurs qu'on a calé du 1er janvier au 1er avril. Donc, pendant cette période, c'est essentiellement les pluies et les températures qui vont affecter le vignoble, les sols pour être exact, avec une prédisposition des disponibilités en éléments minéraux assimilables. On a eu précédemment un automne qui avait déjà largement rechargé les sols. Ce qu'on observe en fait sur cette P1, alors donc on va avoir sur l'ensemble de ce webinaire des graphiques qui ont cette tête-là. Donc Sainte-Victoire à gauche, Sud-Luberon au milieu et Bandol à droite. Et chaque fois, on a 3 histogrammes. L'histogramme de gauche, c'est l'année 2018, 2019 au milieu et 2020, notre année sur la droite. Et quand on a une barre rouge en pointillé, en fait, c'est le niveau de 2020 afin de le comparer aux 2 années précédentes. Donc, ce qu'on voit sur 2020, entouré en rouge, là, sur les 3 secteurs, c'est une pluviométrie moyenne qui arrive après un niveau de remplissage très important des sols. On a eu un hiver du 1er janvier à avril plutôt sec, mais des pluies en fin de période. Un événement très important, c'est les gelées noires autour du 20 mars, des épisodes exceptionnels par leur occurrence. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Voilà. Donc, on a une situation assez modérée sur cette première phase. On peut déjà, peut-être, Thibaut, voir ce qu'elle prédispose au niveau des conditions du début de saison. Oui, écoute, ce que ça nous permet d'anticiper, c'est qu'a priori, par rapport aux hivers secs, on s'attend à une bonne minéralisation de l'azote en période 1. Ça veut dire qu'au moment du débourrement, le stock d'azote assimilable par les plantes ne va pas être limité, comme ça pouvait être le cas, par exemple, l'année dernière, quand on sortait d'hivers plus secs. Un autre aspect, c'est que les réservoirs racinaires sont remplis. Donc, indépendamment des considérations minérales, on peut s'attendre à ce qu'il y aura beaucoup d'eau dans le réservoir racinaire pour alimenter une croissance végétative sans qu'elle soit limitée par un déficit en azote ou un déficit en eau. Donc, en gros, ce qui va pouvoir limiter le développement foliaire, ça va être l'accumulation du temps thermique, ce qu'on va donc évaluer dans la période 2. Je te laisse reprendre la main. Donc, période 2. Donc, qui suit immédiatement cette période 1, on va être, comme tu l'expliquais Thibaut, dans une phase de développement foliaire. Phase de développement foliaire qui commence au débourrement. Je te laisse continuer, Thibaut. Oui, donc en fait, ce qui est important dans cette période 2, c'est que, non seulement elle marque le moment de la floraison et de la nouaison, mais
c'est très important de comprendre que c'est la période qui détermine l'architecture foliaire, donc la capacité de la plante à convertir la lumière en carbohydrates et donc à alimenter le flux des éléments minéraux, mais aussi le flux d'énergie entre tous les organes de la plante. C'est aussi une période pendant laquelle les capacités hydrauliques de la plante vont être déterminées. Si on a une plante qui pousse très vite, de manière très abondante, elle va avoir une forte conductivité hydraulique et elle sera plus susceptible aux coups de chaleur plus tard dans la saison. Inversement, si cette plante se développe d'une façon plus restreinte, il va aussi avoir des adaptations sur le plan de la conductivité hydraulique qui vont rendre cette plante plus résiliente, plus résistante, soit à la sécheresse, soit à l'aridité atmosphérique. Ce qui se passe également pendant cette période 2, c'est qu'on va atteindre le pic d'accumulation en azote. Et donc, en fait, elle résume finalement l'impact, l'effet combiné de la disponibilité en azote, de la disponibilité en eau et de l'effet de l'accumulation de la chaleur sur la rapidité du développement, la taille finale de la plante et donc la quantité d'eau journalière dont la plante va avoir besoin pour rester hydratée jusqu'à la vendange. Donc, en ça, c'est une période fondamentalement stratégique puisque si on va avoir besoin de beaucoup d'eau, les symptômes imposés par la sécheresse ou l'aridité atmosphérique vont être d'autant plus sévères. Et c'est très intéressant, tous ces liens que tu fais. Peut-être tu peux nous développer le temps thermique que tu as évoqué? Oui, donc en fait, pour caractériser l'impact du dernier facteur qui pourrait être limitant, c'est-à-dire l'accumulation de la chaleur, on va considérer que la plante ne se développe pas tant que les températures moyennes sur une journée sont inférieures à 10 degrés et qu'elle se développe, donc ça peut être discuté, d'une manière linéaire, d'une manière proportionnelle à l'accumulation de température au-delà de 10 degrés. C'est le concept du temps thermique. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser la projection du temps thermique quand on l'a ou l'état d'accumulation du temps thermique à date pour évaluer son impact probable sur l'évolution des besoins en eau de la plante. Ok. Du coup, dès cette période-là, on a énormément de choses qui se prédisposent pour la suite de la saison. Et donc, quand on regarde sur les 3 secteurs, on voit une accumulation de degrés jour, donc de temps thermique, supérieure en 2020, quel que soit le secteur, aux années précédentes, y compris 2019, qui était plutôt frais, et 2018, qui était déjà chaud. On est au-dessus. On note toutefois quelques disparités, puisqu'on n'a pas tout à fait quand même les mêmes accumulations. On voit par exemple le sud Luberon qui est un petit peu plus bas, et Bandol qui est particulièrement haut en accumulation de temps thermique. Du coup, je continue sur les autres paramètres climatiques. Au niveau des précipitations, sur cette période, on a des précipitations qui sont plus abondantes que l'année passée, plus faibles que 2018, hein, qui est resté dans les mémoires vis-à-vis des fortes attaques mildiou. Sauf peut-être à Bandol, où on a des accumulations, somme toute, assez modestes sur cette phase printanière. Quels vont être les impacts, Thibaut, de ces éléments au niveau agronomique? Là, je pense que pour être un peu précis dans l'analyse, il ne faut pas seulement se contenter d'évaluer la disponibilité en eau via les précipitations, mais il faut plutôt faire un bilan entre l'offre en eau, donc qui vient des pluies, et la demande atmosphérique qui peut être approchée mathématiquement par le concept d'évapotranspiration de référence. Donc, bien sûr, le concept d'évapotranspiration de référence, il a ses défauts, il a ses limites, mais à la louche, il nous permet quand même de caractériser l'équilibre entre, d'une part, l'offre en eau et d'autre part, la demande en eau. Donc, ce que je vais présenter pour synthétiser ça dans la diapositive qui arrive, c'est finalement le concept d'un indice de sécheresse très simple qui, grossièrement, nous donne une idée de la demande atmosphérique ici caractérisée via l'ETRF. Donc, l'ETRF, finalement, ça prend en considération l'impact de l'humidité relative, de la température, de la vitesse du vent et surtout de l'alimentation en radiation.
sur la quantité d'eau qui va être vaporisée par la plante dans l'atmosphère et on soustrait de cette demande atmosphérique la quantité d'eau qui est amenée à la plante. Donc, quand l'indice de sécheresse est élevé, cela reflète le fait que la pluviosité est moyenne ou faible et que la demande en transpiration est élevée. Donc, la demande en transpiration dépasse les pluies. Quand l'indice de sécheresse est faible ou bien même négatif, cela reflète la situation inverse, la pluviosité est moyenne ou forte, la demande de transpiration en fait va être moyenne puisque la demande climatique va être limitante et ça nous permet d'avoir une anticipation sur des arrêts de croissance précoces ou bien retardés et sur au-delà les niveaux de consommation hydrique journaliers attendus pour un vignoble dans un contexte climatique donné. Donc, quand on regarde cet indice de sécheresse, on voit qu'il est moyen à Bandol et Sainte-Victoire, mais élevé dans le sud du Luberon par rapport au millésime passé. L'interprétation de ça, bon, c'est qu'il ne va pas vraiment y avoir de risque de sécheresse en P2 et que, consécutivement, on va s'attendre à des développements végétatifs luxuriants. Du coup, ces analyses uniquement basées sur les données climatiques, comment dire, pour retenir, on a une forte accumulation en chaleur sur 2020, des précipitations fortes, un indice de sécheresse plutôt élevé, mais comme tu dis, voilà, de la végétation luxuriante. Et moi, c'est vraiment le ressenti terrain de cette saison 2020 sur ce printemps, ce qu'on a pu observer. Les conséquences agronomiques de ce contexte climatique, c'est qu'on s'attend à une stimulation du développement foliaire importante, directement en lien avec le fort remplissage du réservoir racinaire en eau, en azote, combiné avec une forte accumulation de chaleur. Donc, si la surface foliaire a un niveau de développement important, la vigne sera plus sensible au déficit hydrique et aux coups de chaleur en période 3 et en période 4. Attention, il faut nuancer ça puisqu'on a bien vu qu'il y a un très fort contraste en fonction de la zone sur laquelle on se place. Donc, cette forte variabilité spatiale de l'indice de sécheresse va nous permettre d'observer beaucoup de contrastes et d'expliquer pourquoi on aura des situations où le déficit hydrique va être totalement absent et beaucoup plus sévère là où l'indice de sécheresse est plus élevé. Et du coup, tu as répondu à la question de Rémi qui posait cette question sur la prédisposition au stress hydrique de ces phases printanières de fort développement. Et oui. En même temps. Du coup, c'est justement cette période 3 de déficit hydrique, donc période 3 qui est calée, comme tu disais, au solstice jusqu'au 1er août. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça, Thibaut ? Oui, donc en fait, cette période 3, elle n'existe pas dans toutes les régions, elle n'existe pas dans tous les millésimes, et en fait, elle n'apparaît que lorsqu'il y a un délai entre le moment où les apex des rameaux principaux sont actifs et le moment où la véraison apparaît. Et plus cette période est importante en longueur, plus la fenêtre pendant laquelle on peut espérer des bénéfices ou des dégâts liés à la sévérité du déficit hydrique est à considérer avec importance. Donc, lorsque la période 3 est étroite, finalement, les chances d'avoir un déficit hydrique sont limitées. Et quand la période 3 est très longue, les chances d'avoir un déficit hydrique sont beaucoup plus importantes. Mais non seulement ça, mais il faut aussi savoir que cette période, dont la largeur varie en fonction des conditions du millésime, a un impact direct sur le potentiel œnologique du fruit, puisqu'elle détermine la taille maximale de la baie. À partir de là, la quantité maximale de sucre que la baie pourra accumuler pendant la période 4, avant de terminer cette charge active, et également le potentiel polyphénolique. Il faut savoir que le potentiel, notamment tannique, est défini à la fin de la période 3. On ne va pas accumuler plus de tanins au-delà de la période 3. Il va juste y avoir des transformations du pool initial de ce potentiel en polyphénol. Donc, mesurer avec précision, jour après jour,
la variation de la satisfaction des besoins en eau de la plante nous permet de projeter le potentiel œnologique potentiel de l'année sur la performance du vignoble. Mhm. Ok, c'est passionnant, Thibaut. Je reviens plus terre à terre en fait sur les précipitations de cette période. Et là, effectivement, le trait rouge pointillé, je vous disais, qui montre l'année 2020, ben, il est à 0. On a eu cette spécificité cette année avec aucune pluie ou alors vraiment des quantités négligeables qui ont pu s'abattre sur quelle que soit la région. Donc, ça va effectivement prédisposer pas mal de choses pour la suite. Je m'attarde également sur l'indice de sécheresse. Évidemment, pas de pluie, une évaporation, une transpiration présente. On a un indice de sécheresse qui est élevé. Dans le sud du Luberon, même niveau que 2018. Et par contre, sur Bandol et Sainte-Victoire, bien plus élevé. Hein, si on compte en différence, les barres sont beaucoup plus hautes. Voilà. Donc, on a eu un temps thermique, un cumul de temps thermique qui a apporté une forte accumulation de chaleur, des précipitations nulles, un indice de sécheresse élevé. Est-ce que tu as une interprétation agronomique, Thibaut? Bah oui, en gros, ce qu'il faut regarder, c'est l'importance de l'indice de sécheresse élevé, puisque lorsqu'il est élevé et qu'il est observé alors que la canopée présente un fort niveau de développement, bah, ça veut dire que dans certains sites, le risque de déficit hydrique qui apparaît de manière brutale est élevé. Et ces sites sont caractérisés par des réservoirs racinaires limitants, des capacités de rétention en eau limitées ou des profondeurs racinaires limitées. Mmh. Donc, on peut avoir, à la lumière de cet enchaînement de conditions climatiques, un stress hydrique important sur les sites à faible réservoir, particulièrement lorsque le développement foliaire a été important à cause de ce régime hydrique en P2. Mmh. Et si le déficit hydrique a lieu en P3, alors les conséquences attendues seront une réduction de la taille maximale dB à la fin de la P4. Cela pourrait pointer vers des conditions favorables au rouge, puisqu'on sait que ces conditions de déficit hydrique en P3 vont stimuler la voie de biosynthèse des tannins. C'est une situation, si le stress hydrique est trop important, qui est moins favorable aux blancs et aux rosés, pour lesquels on souhaite maintenir un déficit hydrique en P3 le plus faible possible afin de booster les précurseurs aromatiques qu'on recherche dans le rosé. Mmh. Alors, on a un outil de sondage sur cette plateforme de webinaire, donc c'est peut-être l'occasion d'interroger la salle. Donc, vous voyez, on a le chat. Et ben, sur la même ligne que le chat, on a tout à droite, là, le sondage, les sondages. Et donc, je vais lancer un sondage pour savoir ce que vous pensez de ce stress hydrique ou ce déficit hydrique qu'on a tous vécu là, sur cette période estivale. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Donc, je viens de mettre le sondage en ligne. Pour vous, est-ce que ce stress hydrique, ce déficit hydrique a été absent? Est-ce qu'il a été modulé, graduel, modéré? Ou alors est-ce que ça a été plutôt brutal, important? Donc, je vous laisse répondre. On voit les réponses là qui apparaissent progressivement. Donc, pendant que vous répondez, en fait, moi, je vais vous apporter quelques éléments. Et les préconisations qu'on a pu faire au vignoble dans les différents bulletins techniques ou avec les vignerons qu'on accompagne, ces préconisations ont été globalement d'être très réactifs vis-à-vis de l'irrigation. Je vois là les réponses, tout le monde a eu des stress hydriques, hein, soit graduels, soit brutaux. Donc, on a préconisé assez vite en fait, de préparer les circuits d'irrigation pour être réactifs et pour irriguer quand cela était nécessaire. Il y a également des possibilités au niveau physiologique de réduire les surfaces foliaires afin de limiter les pertes en eau du vignoble. Et ça, c'est des solutions par rapport au stress hydrique lié au manque d'eau dans les sols qui seront envisagées
de plus en plus par l'avenir, je pense. Et c'est des choses qui se font dans des territoires très secs, comme la Californie, par exemple. Alors, pour le sondage, du coup, effectivement, Thibaut, tu les vois aussi, hein, on a une absence quasiment de stress hydrique très peu de personnes notent une absence de stress. Et puis sinon, des stress modérés et graduels, aussi bien que brutaux. Là, on va être vraiment lié au territoire, hein, au type de sol, beaucoup, et puis à cette végétation dont tu as parlé, Thibaut, de fort développement qu'on a observé au printemps. Donc, soit ces stress déficit hydrique arrivent brutalement. On a des bombes à feuilles, on peut appeler ça comme ça, de la végétation qui est très, très développée, notamment sur les sols superficiels ou les sols argileux qui vont prendre en masse d'un seul coup, qui vont s'assécher, hein. On a des périodes de retournement très rapides, pareil dans les sols très, très caillouteux qui ont peu de réserves utiles. Et sur les sols plus profonds, on a eu des apparitions plus classiquement, beaucoup plus graduelles, avec un dessèchement progressif des sols. Voilà. Donc, je vois que… Donc, l'intérêt du sondage, pour moi, c'est de confronter ces anticipations théoriques, des liens supposés entre le climat et le vécu de la vigne, avec la réalité de terrain, afin d'affiner un petit peu le regard critique qu'on peut apporter sur l'interprétation de ces indices climatiques. On peut peut-être poursuivre. Donc, au niveau de la période 4, donc là, on va enchaîner sur la véraison et puis l'accumulation de sucre, l'accumulation active des sucres. On place ça à peu près au 1er août jusqu'à environ le 15 septembre cette saison. Thibaut, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette période d'accumulation active des sucres? Oui, donc c'est une période qui est vraiment très, très importante, et dans le contexte du réchauffement climatique, il va vraiment falloir s'attacher à décorréler le suivi de la concentration en sucre, qui n'est pas simplement imputable aux phénomènes normaux de la maturation, mais qui est aussi la conséquence du dessèchement de la baie suite aux vagues de chaleur, donc qui n'est pas nécessairement le reflet d'une bonne évolution de la maturation, de l'accumulation de la charge en sucre qui, elle, regarde la quantité seule de sucre qui sont physiquement, activement apportées dans la baie. Donc, cette phase, pour qu'elle marche bien, il faut que la photosynthèse marche bien, qu'elle ne soit pas perturbée. Et elle marque également la transition d'une phase où tous les organes sont sources vers une phase où coexistent des organes sources et des organes puits, ce qui a des implications au niveau de la régulation hydraulique, au niveau des liens hydrauliques entre le fruit et les feuilles. Donc, on va observer d'abord les conditions climatiques. Je te laisse, Olivier, avant bien sûr. Du coup, les conditions climatiques, on a eu sur cette période 4 des précipitations plutôt faibles, moyennes, entre 2019 et 2018 pour la Sainte-Victoire, inférieures dans le sud du Luberon, puis pareil pour Bandol, un peu comme Sainte-Victoire. Sauf que sur cette période, les pluies sont vraiment arrivées en toute fin de période, avec ces épisodes pluvieux là, de début septembre. Au niveau de l'indice de sécheresse, on a un indice plutôt élevé, hein, donc beaucoup de consommation d'eau et puis aucune précipitation. Et au niveau des températures max, on reste dans la moyenne 2018-2019 avec une moyenne de 30 degrés. Donc, on a beaucoup parlé, Thibaut, du lien dans nos discussions entre l'aridité atmosphérique, d'une part, la capacité des sols, hein, de la plante à conduire l'eau à partir des racines jusqu'à l'atmosphère. Est-ce que tu peux nous parler des différences entre stress climatique, stress hydrique lié au sol, et nous expliquer l'impact agronomique de ces considérations de maturation en phase 4? Oui, merci Olivier. Donc là, c'est vraiment peut-être le pivot de l'année. Et je pense qu'il faut s'arrêter ici quelques minutes pour bien considérer et comprendre la différence entre l'aridité atmosphérique d'une part et la sécheresse. Alors, l'aridité atmosphérique, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison simultanée de haute température avec un faible niveau d'humidité relative dans l'air. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet de caractériser la capacité d'absorption atmosphérique de l'eau. Et donc, on mesure ça en termes de pression. C'est comme une pression négative. C'est donc exprimé en kilopascal. Et techniquement, ça s'appelle le déficit en vapeur d'eau. Et quand ce déficit en vapeur d'eau est élevé, on a une forte aridité atmosphérique qui peut mener à des symptômes de stress hydrique, mais qui ne sont pas imputables nécessairement à une sécheresse
au niveau des racines. Alors que la sécheresse, elle, c'est finalement une demande atmosphérique importante qui n'est pas, qui ne correspond pas à la même disponibilité en eau. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on considère finalement séparément l'aridité atmosphérique d'une part et la sécheresse d'autre part? Ça nous permet de distinguer finalement l'impact de ces deux concepts sur le fonctionnement physiologique de la plante. Parce que avec les feuilles, il est difficile de séparer la contribution relative au changement de la consommation hydrique de la plante, qui vient d'une part de la sécheresse, de celle qui vient d'autre part de l'aridité atmosphérique. Et ça a plein de conséquences pratiques. Typiquement, lorsque le VPD, le déficit en vapeur d'eau, donc la pression qu'il faut apporter à une unité de volume d'air pour voir apparaître la première gouttelette d'eau liquide, lorsque ce VPD est élevé, lorsqu'on est dans une vague de chaleur, cela tend à rendre plus négatif le potentiel foliaire, même s'il y a une abondance d'eau au niveau des racines. C'est donc inadapté dans ces conditions de se fier à une mesure du potentiel foliaire pour évaluer le besoin d'irrigation, puisque lorsque l'aridité atmosphérique est élevée, le potentiel foliaire devient très négatif. Et on pourrait mal interpréter ça comme « ma plante a besoin d'eau ». Alors qu'en fait, elle n'a pas besoin d'eau au niveau des racines. C'est juste que l'aridité atmosphérique est telle que la teneur en eau, l'hydratation des tissus baisse. Donc, il faut bien comprendre que ces conditions d'aridité atmosphérique vont venir perturber les interprétations classiques qu'on fait de l'effet de la disponibilité en eau au niveau des racines sur le potentiel foliaire. Donc ça, c'est vraiment ce qui est à retirer pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Et c'est simplement parce que avec l'augmentation des températures, la capacité de l'atmosphère à absorber de l'eau augmente. Et cette eau, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Lorsque le sol est sec, elle vient soit des animaux, soit des plantes. Et c'est pour ça que dans la littérature, on observe une explosion d'articles sur tout ce qu'on appelle les hydraulic failures, c'est-à-dire les perturbations du fonctionnement hydraulique des plantes en réponse à cette sécheresse. Ça vient de cette capacité accrue de l'atmosphère à tirer l'eau vers elle. Okay. Donc, si on va sur la slide, la diapo d'après, la bonne nouvelle, c'est que dans le contexte du millésime, en P4, on a eu une aridité atmosphérique basse. Donc, ça nous laisse préjuger d'un millésime favorable à finalement le maintien de l'intégrité hydraulique des plantes. On n'a pas eu beaucoup de perturbations, sauf peut-être sur les sites où la demande atmosphérique localement a été très élevée. Vous voyez ici que dans tous les territoires, on a finalement des conditions d'aridité atmosphérique qui sont moins stressantes. Donc, a priori, pas de perturbation de la charge en sucre, sauf dans les sites un petit peu extrêmes. Donc, contrairement peut-être à l'année dernière où on avait observé des situations de stop et redémarrage et stop et redémarrage pendant la maturation, là, on s'attend à avoir des cinétiques d'accumulation beaucoup plus régulières, beaucoup plus harmonieuses. Ok, c'est vrai que 2019 avait été marqué par des épisodes de canicule, donc d'effets fours très intenses et beaucoup d'occurrences avec jusqu'à 45 jours de stress comme ça climatique. Cette année, effectivement, pendant cette période 4, l'indice de sécheresse, certes, était élevé, mais les VPD, les pics de VPD, de déficit de vapeur d'eau, ont été assez faibles. On n'est jamais monté aussi haut qu'en 2019. Et puis, on a eu peu de jours, finalement, de vagues de chaleur. Peut-être 15 jours sur le cœur varois qui était le plus stressé. Les pluies sont faibles. Donc, au niveau de l'interprétation, comme tu le disais, Thibaut, sur certains sites, on peut avoir éventuellement des déficits hydriques liés au manque d'eau dans les sols pendant le chargement en sucre, du fait de cet indice de sécheresse élevé, mais combiné aussi à des surfaces foliaires élevées, donc qui accélère en fait la vidange des réservoirs racinaires. Si la sécheresse perçue par les racines est élevée, la photosynthèse peut être réduite lors de la maturation et donc cette maturation perturbée. Ce qui est important, c'est d'accumuler des sucres pendant la maturation, d'éviter les stress trop poussés. Au niveau des interprétations agronomiques,
comme je disais, si on a des blocages de maturité qui sont liés à la sécheresse du sol et non à la canicule, les irrigations sont possibles jusqu'au 15 août pour limiter les stress, surtout pas pour donc à faible, juste la bonne dose. Et puis, on a aussi des impacts du flestrissement sur la perte d'arôme. Donc là, on a peu de risques du fait des températures max modérées et du VPD qui est resté relativement bas. Autour du 10 septembre, on a eu des spécificités aussi avec ces pluies là qui sont arrivées, qui ont permis un gonflement significatif des baies, bien que très tardif dans cette période 4. On a observé un fort gonflement des baies de raisin. Voilà. Donc, c'est ce qui pouvait de toute façon être attendu suite à un déficit hydrique comme celui qu'on a vécu. Cela a permis en fait un soulagement des vignes, donc des baies de raisin suite à ce déficit hydrique. Je vous propose un deuxième sondage, justement, pour parler un peu de ces perturbations. Donc, on a vu peu d'épisodes de fort VPD, des sécheresses qui ont pu être un peu brutales ou alors progressives. Et vous, que pensez-vous en fait de ces sécheresses au niveau de cette période 4 ? Est-ce que vous avez… Donc, je vais lancer le sondage pour que vous puissiez y répondre. Est-ce que vous avez eu des perturbations liées au sec sur cette période 4 ? Voilà, le sondage est lancé, vous pouvez y répondre. Donc, les pluies sont vraiment arrivées en fin de période 4. Donc, on a eu tout cet été-là, du 21 juin jusqu'à ces pluies du 10 septembre, où il y a eu quasiment 0 pluie. Et donc, d'un coup, ces pluies qui arrivent avec des cumuls d'une quinzaine de millimètres jusqu'à 25-30 par secteur. Je parle de celles vraiment autour du 7 à 10 septembre, pas de celles qui sont arrivées plus tard en septembre. Voilà, donc là, moi, je vois pour l'instant, peu de réponses, n'hésitez pas. Pour l'instant, on est à 50-50, grosso modo. Donc, moitié de l'auditoire qui a eu des perturbations, et puis l'autre, non, pas de perturbations. Moi, je pense que ce qu'il est important de souligner à ce stade, c'est qu'on est sur un millésime qui est marqué par la sécheresse et non pas par l'aridité atmosphérique, contrairement à l'année dernière. Donc, si des perturbations ont eu lieu, c'est que l'effet soulageant des pluies est arrivé trop tard par rapport aux spécificités pédologiques ou racinaires du site, ou au déséquilibre entre la taille de la canopée et les besoins de consommation hydrique journaliers, mais que ce n'est pas lié à des vagues de chaleur. Et ça donne lieu à des réponses agronomiques complètement différentes, puisque d'un côté, c'est la demande en eau au niveau des racines qui doit être jugulée, alors que de l'autre, c'est plutôt l'impact de la demande atmosphérique sur la vaporisation de l'eau vers l'atmosphère. On peut continuer peut-être pendant que le sondage se remplit. Oui. Et donc arriver sur la période 5, qui est finalement la période finale de la maturité. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette période, elle est marquée par la fin de la charge active en sucre. On atteint la quantité maximale de sucre, ce que j'appelle le S-max. Mais c'est aussi une période où la baie est hydrauliquement tamponnée par rapport à la plante. Ça veut dire que c'est plutôt les fluctuations de l'aridité atmosphérique que les fluctuations de l'état hydrique qui vont affecter les pertes de rendement, les dégradations de couleur et l'augmentation du degré alcooleux. Là, si le degré en alcoolique, si le degré alcoolique augmente, ce ne sera pas parce qu'il y a une accumulation de sucre, ce sera parce que la baie se dessèche. Donc, très important de retenir que pendant cette période 5, les connexions vasculaires, donc la connexion hydraulique entre le fruit et la plante est très dégradée. Et donc, l'effet de l'irrigation, s'il y en avait une, ou l'effet des pluies, est réduit sur la composition chimique de la baie, la composition chimique. Et donc, c'est justement ce qu'on voit là sur la comparaison des précipitations selon les secteurs. Il y a eu de l'eau sur cette période, parfois beaucoup, comme on voit ici dans le sud du Luberon, avec plus de 100 mm, 50 mm sur le secteur Sainte-Victoire et puis 75 sur le secteur de Bandol. Au niveau de l'indice de sécheresse, là, on est très, très bas. Évidemment, les jours commencent à rafraîchir un peu sur le mois de septembre. Et puis, il y a eu ces pluies. On est même négatif en indice de sécheresse sur le sud du Luberon.
donc un rechargement au niveau hydrique, au niveau des parcelles. Et des températures max qui sont plus basses que les années précédentes, qui sont autour de 20, 22 degrés, donc peu élevées finalement, avec des conséquences aussi sur le raisin. Les pics de VPD sont quasi absents. On a 1 jour et demi sur cette période. Du coup, Thibaut, on s'attend à des niveaux de rendement élevés. Oui, ces conditions sont très favorables au maintien de la turgescence des baies, donc on s'attend à des niveaux de rendement élevés. On va avoir des fréquences de dessèchement qui finalement vont être plutôt faibles, donc des titres alcométriques dans la majorité des cas qui vont être plutôt modérés. Pas de flétrissement, des grosses baies. Si la sécheresse en période 3 a été modérée, c'est plutôt favorable à la synthèse d'arômes recherchés pour le rosé, voire dans certains cas pour du rouge des arômes végétaux qui seraient moins dégradés. Donc là, tout dépend vraiment des spécificités du site. Un bon rendement. En gros, ce qu'il faut faire pendant cette période 5, c'est surveiller couleurs et arômes en réponse aux conditions microclimatiques et planifier la vendange en fonction des objectifs de production. Mais ce qui est à retenir, c'est un VPD faible, donc des conséquences directes sur la concentration en sucre qui ne va pas augmenter de manière vertigineuse, et puis un maintien du rendement, et des températures max qui, elles, vont impacter la chimie de la baie, c'est-à-dire une préservation des arômes d'une part et une préservation du potentiel couleur d'autre part. D'accord, donc plutôt qualitatif au niveau du volume et de la qualité du fruit. À noter, là, au niveau, tu parlais de la planification des vendanges avec quand même quelques perturbations. En fait, c'est là-dessus que se sont joués dans beaucoup de secteurs les impacts du gel, avec un schéma de vendange qui a pu être remodelé du fait du gel de printemps et de la coexistence de plusieurs générations de raisins. Donc, on en arrive aux conclusions générales de ce webinaire. Je propose que, Alice, tu reviennes sur scène et puis tu nous fais une petite synthèse de notre vision, du coup. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous qui avez été actifs dans les sondages et sur le chat. Il y a pas mal de questions et des discussions assez intéressantes qui ressortent. Donc, effectivement, sur ce millésime, je crois on a bien retenu le démarrage compliqué avec cette histoire de gel, mais un potentiel bon de réserve en eau dans les sols à la sortie de l'hiver. Le printemps qui s'est vraiment caractérisé, alors outre la complexité de l'organisation de l'année avec le problème du Covid, tout est allé très vite. Il y avait une accumulation très rapide du temps thermique, tout a poussé extrêmement rapidement, avec un développement foliaire donc précoce, important, puisqu'il n'y avait pas de limitation par l'eau. Donc, c'est vrai que ça a rajouté aussi de la complexité, probablement, dans la gestion des vignobles. Et je pense que certains d'entre vous pourraient commander cette période assez complexe. Et puis, on avait toutes les conditions pour, en cas d'arrivée d'une forte sécheresse, une situation un peu explosive avec des risques de retournement de situation. Donc, comme on l'a dit, beaucoup de feuilles, une grande consommation d'eau. Et donc, quand la sécheresse est arrivée, et elle a été très marquée dans certains secteurs, notre collègue de Riance indiquait bien la longueur de cette période de sécheresse. Pour les gens qui n'avaient pas accès à l'irrigation, probablement, il y a eu pas mal de surfroid pendant cette période P3. Et tu peux passer la slide après, voilà. Et ce que je retiens aussi, c'est que effectivement, pendant la période d'accumulation des sucres, finalement, les conditions étaient quand même assez favorables, un peu sauvées par les pluies de dernière minute qui ont permis de soulager le déficit hydrique, surtout pour les personnes qui, encore une fois, n'ont pas accès à l'irrigation. Et puis, pas d'excès de température, pas d'excès de chaleur, qui n'ont pas dégradé la qualité. Donc, on arrive au final sur un millésime, et je crois que c'est les discussions avec les différents vignerons le montrent. Alors, évidemment, si on exclut dans les cas particuliers, des gens qui ont été très frappés par le gel, les rendements étaient plutôt bons, plutôt non limités.
Et sur la qualité est au rendez-vous avec notamment les rosés qui ont pu faire le plein en volume et puis faire le plein avec des bonnes conditions du maintien du potentiel aromatique. Donc, je dégusterai ça prochainement avec beaucoup de plaisir, comme vous tous. Voilà. Donc, merci beaucoup à nos intervenants. Je vous invite on va peut-être revenir sur certaines des questions qui étaient dans le fil de discussion. Voilà. Juste que certains d'entre vous vont peut-être nous quitter. Il y aura des prochaines conférences qui seront organisées par pression. Donc Thibaut, tu peux peut-être parler de ces différents événements dont certains, à mon avis, risquent de vous intéresser fortement. Voilà, donc l'idée, c'est de mutualiser tout ce qui peut être appris au niveau, à l'échelle du globe, en fait, en comprenant que ce qui se passe dans les millésimes arides ou semi-arides préfigure, donc là je pense Californie, Chili, Australie, Israël, préfigure un petit peu ce qui va nous arriver à nous en Provence. Donc pour ceux qui sont curieux, on va faire ça la même analyse sur Bordeaux. On vient de terminer de la faire sur toute la Californie. En ce qui concerne la prévision de ces événements climatiques extrêmes, donc oui, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur notre capacité de prévoir les événements climatiques fourres. Donc pour ça, on a motivé l'expertise de la société Weather Measure et du docteur Emmanuel Buisson, qui vraiment c'est son métier d'expliquer comment on peut relier des phénomènes atmosphériques de grande empreinte en fait avec ce qui va se passer à l'échelle locale. On va d'abord se concentrer sur comprendre comment ces phénomènes atmosphériques de grande échelle ont pu impacter spécifiquement certaines régions. Et puis ensuite, donc ça ce sera le 4 mars, et puis on reviendra avec lui le 1er avril sur les événements climatiques extrêmes du moment qui seront plutôt le gel. Mais l'idée, c'est que plus tard dans l'année, on parlera de ces effets fours, comment on peut les anticiper. Et également, avec l'INRAE, on parlera de l'influence de l'ESCA sur la circulation de la sève, puisqu'en fait, la sécheresse comme l'ESCA amène aux mêmes perturbations du fonctionnement hydraulique et hydrique de la plante. Donc pour ça, on invitera le professeur et un thésard, Patrice Ray et Loris Wadi. Et ensuite, on reviendra sur les vagues de chaleur, mais cette fois-ci en prenant un pas de recul pour partager avec vous ce qu'on a observé des liens de causalité entre ce qui se passe en P3 et en P4, sur le plan hydraulique, sur le plan de la photosynthèse d'une part, et sur le plan des perturbations de la maturité. Ça, ce sera le 15 avril. Et l'idée, là, c'est de partager avec vous ce qu'on voit un peu partout dans le monde afin d'être un peu mieux préparé par rapport à ce qu'on attend et ce qu'on anticipe par rapport au changement climatique. Donc avec ça, je pense qu'on peut maintenant partir un petit peu sur la session de questions et réponses. Sur les questions, oui. Merci Thibaut pour la présentation de ces futurs webinaires très, très intéressants. J'ai vu que dans les futurs webinaires, là, tu présentais l'influence de l'ESCA sur la circulation de sève. Il y avait tout à l'heure une question, on peut commencer par celle-là, peut-être de Frédéric, qui était l'inverse. Quelle est l'influence de la circulation de sève sur l'ESCA, notamment des conditions météo 2020 ce printemps un peu zone tropicale avec des vignes luxuriantes qui se sont développées très très fort et puis ce coup de sec qui arrive plus tard. Tu veux répondre? Je réponds comme tu oui, non, je vais prendre. Donc effectivement, il a été mené un travail de thèse sur ce sujet pendant les 3 dernières années, parce que nous, c'était quelque chose qu'on observait depuis longtemps en Californie. Les virus, les bactéries, en gros toutes les virologies, toutes les attaques parasitaires perturbent la facilité avec laquelle l'eau circule des racines vers l'atmosphère. Alors, ces perturbations, elles peuvent être, dans le cas d'attaques parasitaires, liées à l'accumulation de composés des polysaccharides, notamment dans la lumière des faisceaux vasculaires, ce qui veut dire qu'en fait, c'est la taille de l'autoroute sur laquelle les molécules d'eau vont circuler dans leur trajectoire vers l'atmosphère va être limitée. Donc en fait, typiquement, ce qu'on observe quand il y a des perturbations liées à des attaques parasitaires, c'est une baisse de la conductivité hydraulique, ce qui ne va pas nécessairement entraîner des baisses du potentiel foliaire. Et donc là, c'est typiquement quelque chose qu'on voit, nous, quand on mesure la consommation en eau, d'une part avec le potentiel foliaire. On voit que le potentiel foliaire n'indique pas de symptômes de sécheresse.
ou de symptômes de perturbation hydraulique, il n'est pas très négatif, alors qu'en fait, la plante transpire beaucoup moins que ce qu'elle devrait, ce qui mène à des arrêts de maturité, une mortalité précoce du vignoble. Et donc, oui, l'ESCA réduit la conductivité hydraulique des plantes et augmente les susceptibilités de mortalité et les chances de déclin de la productivité du vignoble, ainsi que la qualité. Mais les mêmes phénomènes sont observés en réponse aux vagues de chaleur, puisque là, ce n'est plus des composés qui viennent boucher la lumière des faisceaux vasculaires, c'est des bulles d'air liées à la cavitation. Et donc, les deux phénomènes, quand on a des vignes déjà sujettes à des viroses ou des attaques bactériennes, et qu'en plus, il y a de la cavitation, là, on a un cocktail parfait pour observer le dépérissement du vignoble. Mais ça, c'est ce qu'on va discuter dans les prochaines sessions. Ok, merci Thibaut. J'ai une question là de Louise Ocoli, pardon. Le type de sol n'a-t-il pas aussi un impact sur la rétention d'eau et l'indice de sécheresse? Je peux la prendre si tu veux, celle-là, Thibaut. L'indice de sécheresse, c'est un indice climatique qui va se baser sur les données météo, qui se veut volontairement simple pour un peu montrer le ressenti global de la saison. Évidemment, là, on met un cadre pour ensuite rentrer dans l'expertise et remplir ce cadre. Le type de sol a un gros impact sur la rétention. Et comme on l'a vu, sur le sondage aussi, là, sur l'impact, si vous avez eu ou non des problèmes en période 4, on voit que les problèmes sont arrivés progressivement chez certains et brutalement chez d'autres. Donc, on a les sols argileux qui vont se dessécher d'un seul coup. Le retournement est très rapide, surtout si la plante l'assèche très rapidement. Pareil pour les sols avec beaucoup de pierrosité. Et à l'inverse, les sols profonds qui vont se dégrader tout doucement, progressivement. Et là, une contrainte hydrique qui arrive progressivement, voire qui n'arrive pas, malgré un indice de sécheresse qui peut être très élevé. Voilà, c'est vraiment un cadre pour ensuite le remplir d'expertise et d'agronomie et d'échange. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Je remonte le fil de la discussion. Voilà, moi, je voulais apporter un petit point complémentaire à ton explication sur les pics de chaleur et de VPD. On parle en fait d'une forte demande de l'atmosphère. On va avoir les vignes qui vont essayer de retenir l'eau, qui vont micro-caviter. On a deux paramètres. Tu nous as dit, Thibaut, il y a l'air qui est très sec et l'air qui est très chaud. Et en fait, si on joue sur l'un des paramètres, si on humidifie un peu, si on rafraîchit un peu, on va écrouler le VPD. On va écrouler le stress subi. Et voilà, je voulais préciser que l'irrigation, dans ces cas-là, va servir absolument à rien dans les cas de pic de VPD. Par contre, on travaille au Canal de Provence sur des systèmes de brumisation, par exemple. La brumisation a un double effet, non seulement la vaporisation de l'eau liquide qui est brumisée sous forme de micro-gouttelettes est en dos thermique quand l'eau liquide passe sous forme gazeuse, de vapeur d'eau. Et puis, donc, on abaisse la température et on augmente un peu l'humidité. Et en fait, on a lancé des essais et le résultat au niveau du stress climatique atmosphérique est radical. Donc maintenant, il faut voir les doses. Quelle est la quantité d'eau? Quelle est la régularité des pulses qu'on doit faire? Quelle est la compatibilité de ces systèmes de brumisation avec les réseaux d'eau pour pas que tout le monde tire en même temps, etc., etc. Donc, on peut travailler là-dessus. On peut travailler sur des ombrières. Ce sont des systèmes qui vont faire de l'ombre, comme le nom le dit, qu'elles soient simples ou photovoltaïques, comme nos essais avec notre partenariat avec Ombrea. Et puis après, on peut réfléchir aussi au niveau agronomique, donc tout ce qui est pourtour parcellaire, pourtour arboré. Est-ce que l'enherbement, dans un cas, va avoir des effets positifs ou négatifs, etc., etc. Voilà. Marc qui demande si on a des données disponibles sur la brumisation. Marc, on peut se contacter pour en parler en direct. Et on a des essais qui ont été faits dans le Var sur cette saison. On va évidemment les poursuivre. On a vu que ce n'était pas cette année qu'il y avait eu le plus de pics de chaleur. Ça aurait été idéal de les faire en 2019, mais les systèmes techniques n'étaient pas au point encore. On va poursuivre cette année. Les données qu'on a, c'est des données au niveau de la logistique. Clairement, il faut mettre l'eau quand il y a des pics.
uniquement quand il y a des pics. Il ne faut surtout pas brumiser trop tôt. On peut avoir des repiquages mildiou liés à l'eau liquide des rosées matinales. Alors, si en plus on brumise, on a tout faux, surtout des années comme celle-là où on a pu avoir du mildiou dans certains secteurs. Donc, on a bien calé les protocoles, on doit affiner maintenant et on a des données flux de sève notamment, azote. On a fait beaucoup de mesures sur ces parcelles de pinces Dualex, de capteurs flux de sève sur les parcelles équipées de brumisation. Et on voit, quand on regarde la transpiration de la plante heure par heure, des réactions immédiates de la plante à la brumisation et des réactions de réduction de la transpiration ou alors on va réduire l'écrêtage de transpiration de la plante. Donc là, c'est vraiment des tout premiers résultats. Donc, on va continuer cette saison et on va creuser un peu plus les résultats, mais les expérimentations, pardon. Mais les résultats sont vraiment prometteurs sur ce type de système. Enfin, l'enjeu de la brumisation, Olivier, c'est surtout de réduire la perte de conductivité hydraulique, donc la réduction de la photosynthèse, en limitant la cavitation. Tout à fait, éviter les stress de la vigne pour permettre une maturation, pour empêcher ces stress qui affectent tout le métabolisme et la maturation de la plante. Oui. OK. Est-ce qu'on a une autre question dans le public? Alors, Jean-Jacques. Non, l'irrigation au canon ne répond pas vraiment à ça parce que il faut, pour que la brumisation soit efficace, qu'il y ait une vaporisation immédiate. En gros, quand on brumise, le sol doit rester sec. Sinon, c'est qu'on a gaspillé de l'eau. L'idée, c'est, comme l'a dit Olivier, c'est d'augmenter la teneur en vapeur d'eau. Donc, si on envoie l'eau au canon, finalement, oui, certes, on va rabaisser le VPD, mais on va remettre de l'eau au niveau racinaire. Et ça va favoriser le maintien d'un fonctionnement hydraulique paresseux. Et donc, la plante va être beaucoup plus, va pas apprendre finalement à résister aux vagues de chaleur, puisqu'on alimente à la fois en eau les racines, puisque l'eau retombe, et certes, on abaisse le VPD, mais c'est pas idéal. L'idéal, c'est que la brumisation soit immédiatement vaporisée. Okay. Merci Thibaut. Alice, je pense que certains cépages sont plus adaptés que d'autres à la sécheresse atmosphérique. Ça, c'est une autre question. Alors, oui, bien entendu. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que les plantes ont une mémoire et qu'elles retiennent un petit peu à travers leur réponse hormonale et l'architecture racinaire, mais également leur architecture vasculaire, l'impact des coups de chaleur passés et l'impact des pratiques passées. Et donc, il va falloir définir dans chaque région, pour chaque cépage, finalement, des seuils de déficit en vapeur d'eau qui sont susceptibles de déclencher des cavitations. Donc ça, il faut qu'on l'apprenne. Et c'est pour ça qu'on mesure les flux d'eau à travers la plante afin d'optimiser l'attribution de ces brumisations et de les distribuer non seulement en fonction des cépages, mais en fonction de la capacité de la plante à être résiliente à ces événements. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, on a une interruption de séance. Il y a Philippe Vittel, le président de la Société du Canal de Provence, qui s'est joint à moi. Il est très attentif. Il est très attentif à tout ça, qui voulait vous saluer, et puis s'il y avait éventuellement des questions, pouvoir répondre au nom de la SCP. Je vois qu'il y a eu une question sur l'irrigation au canon. J'espère, Olivier, que tu as répondu. Oui, Thibaut a répondu de manière très claire, précise et scientifique. Merci beaucoup. Sans même aborder le fait que ça poserait des gros soucis d'approvisionnement au niveau des infrastructures locales. Écoutez-moi simplement quelques mots d'abord pour remercier la centaine de participants à cette première conférence du millésime. J'y ai appris beaucoup de choses, en particulier sur l'environnement climatique qui a été le nôtre et les comparatifs avec les années précédentes. Et dans les solutions que l'on peut apporter, je constate une montée en puissance d'une technique que l'on n'envisageait que peu jusqu'à maintenant, qui est la brunisation. La brunisation en complément de l'irrigation traditionnelle, numérisée comme nous la concevons nous. Et je crois que nous aurons besoin d'avoir cette capacité d'adaptation tout au
long des prochaines années parce que cette situation montre que d'abord du point de vue hydrométrique, rien n'est prévisible et qu'aujourd'hui on peut avoir des années avec des apports d'eau exceptionnels et d'autres avec des sécheresses majeures, mais que la constante est à l'élévation de la température, même si on peut constater qu'entre 2019 et 2020, on a eu un petit décalage, mais qui est le fait de la sécheresse et de la canicule que nous avons connue en 2019. Donc, restons dans la vigilance majeure de ce point de vue avec notre capacité d'adaptation à toutes ces évolutions. C'est à ce prix que nous arriverons à sauver cette filière d'excellence à forte valeur ajoutée qui est la viticulture dans notre région, mais pas que la viticulture, puisque aujourd'hui, beaucoup de cultures que l'on considérait à sec auparavant ont aujourd'hui besoin d'irrigation, que ce soit les chênes truffiers, que ce soit les oliviers, que ce soit aujourd'hui les amandes, que ce soit les figuiers. Je suis très fier d'avoir dans mon ancienne circonscription la figue de Soliès qui aujourd'hui se maintient en très haut niveau grâce aux irrigations de la SCP d'ailleurs. Et donc, il va falloir qu'on continue à être totalement vigilant. La région aussi a travaillé d'ailleurs dans ses réflexions avec le projet ProHydra 2028. C'est aussi un petit peu les conclusions que l'on essaie de tirer à une échelle aujourd'hui territoriale assez étendue qui concerne nos 6 départements de cette belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, bravo à vous tous. Merci des éléments que vous avez apportés. Et j'ai vu qu'il y avait là un calendrier avec un agenda bien rempli de prochains rendez-vous. Nous serons présents parce que moi, j'ai besoin chaque jour pour essayer de réfléchir aux solutions que la SCP, mais que aussi tous les acteurs de l'eau dans la région peuvent apporter, d'avoir des informations de dernier niveau, de dernière actualité et surtout d'un niveau technologique très élevé comme celle que vous avez pu nous donner aujourd'hui. Donc, merci et bravo à tous. Merci encore à nos partenaires du Vintage Report qui nous permettent vraiment de partager ces informations techniques avec les acteurs de notre territoire. Il y a beaucoup de questions encore en suspens. L'aventure est loin d'être finie. On essaiera d'avoir comme ça des petites mises à jour au cours de la saison des tendances climatiques pour essayer d'anticiper au mieux la période d'après. Voilà, en fin de période 1, qu'est-ce qui risque de nous arriver. Et puis, voilà, merci encore au président d'être passé. C'est un plaisir pour moi, mais c'est aussi une exigence de se tenir au courant de toutes ces avancées. Et puis, voilà, en nouant des dialogues avec les vignerons qui sont derrière les bornes du canal de Provence, c'est là aussi qu'on trouvera on augmentera la satisfaction et qu'on permettra de vraiment satisfaire tous les besoins en eau, quels qu'ils soient aujourd'hui et demain. Vous parliez de la brumisation, vous parliez des excès de température, tout ça doit être adressé. Donc, merci beaucoup Thibaut du partage de savoir. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci on vous enverra le replay de la conférence. Et puis, n'hésitez pas à suivre les actualités du Vintage Report, bien sûr, mais aussi de la Société du Canal de Provence sur notre site. Et on se retrouve sans masque parce que pour goûter le millésime, ce n'est pas bien commode aujourd'hui. Ce serait effectivement sympathique. Voilà. Merci. À très bientôt. Et on avait une slide juste avec vos coordonnées, peut-être. Olivier et Marie-Sophie. Problème technique pour l'afficher. Bon, et ben pas de problème. Voilà. Olivier Garcia et Marie-Sophie. Marie-Sophie Fruition, Olivier Garcia pour les contacts. Au revoir à tous. À très bientôt. Au revoir à tous. Et bonne préparation de débourrement à tous. Au revoir. Au revoir.